Il y eut un temps où l'Europe consentit à grever de douloureuses interdictions la vie des Israélites. Un autre temps est maintenant venu où toute innovation dans les lois et dans l'ordre civil concourt à alléger le poids de ces interdictions et à renouer entre elles et les autres lignées du genre humain les liens de l'amour charitable et de la paix. Voilà dans quels termes le philosophe italien Carlo Cattaneo initie le deuxième chapitre d'un traité publié en 1836 et intitulé « Interdiction israélite », dont nous devons la traduction à la collection Lettres d'Italie et Théamim des éditions Conférences. Émule de la modernité, Cattaneo y explique comment les interdictions imposées historiquement aux Juifs, parmi lesquelles celle de la propriété foncière, ont contribué non seulement à leur malheur, mais aussi à l'appauvrissement et au manque de vitalité des sociétés européennes. Pour parler de ce texte original, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur de la collection, le philosophe Dan Arbib, et le préfacier du texte, l'historien Pierre Savy, tous deux universitaires de renom. Pierre et Dan, bonjour. Dan, c'est vrai qu'en France, on connaît mal la philosophie italienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Carlo Cattaneo ? Alors, Carlo Cattaneo est un philosophe italien de la première moitié du XIXe siècle, 1801-1869. Il vient d'un milieu urbain, mais il avait une ascendance rurale très importante. Ce n'est pas sans intérêt pour le texte qu'on étudie, puisqu'il réfléchit sur la nécessité ou sur les effets de la propriété foncière. Progressivement, il travaille dans tous les secteurs d'activité. Alors, il est d'abord professeur de grammaire, puis professeur de philosophie, mais il s'intéresse à tout, c'est-à-dire à l'histoire, à la littérature, à la philosophie, naturellement, et s'intéresse en particulier à la manière dont au processus par lesquels les sociétés font civilisation. C'est ça qui l'intéresse en particulier, c'est-à-dire la manière dont les esprits progressivement se cultivent. On est vraiment dans la tradition italienne de la culture. C'est un homme aussi des Lumières, c'est un homme qui hérite des Lumières et qui s'interroge sur la manière dont le progrès peut advenir dans les sociétés. S'installer, bien sûr. Peut s'installer. Et donc, c'est une espèce d'homme complet, d'homme synthétique, tel que peut-être on n'en fait plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et avec une profusion absolument considérable. C'est aussi un homme politique, puisque dans ce 19e siècle qui voit l'unité de l'Italie s'installer, il est lui-même partisan du fédéralisme italien. Je crois que Pierre pourra nous en dire bien davantage que je pourrais moi-même le faire. Et donc, une espèce de personnalité complète, extrêmement prolifique et très symbolique de ce 19e siècle italien. Alors justement, Pierre, à quelle occasion est-ce que Cattaneo a écrit « Interdiction israélite » ? C'est une bonne question parce que c'est vraiment en profitant d'une occasion, et d'ailleurs il en rencontre de façon assez étendue, c'est le premier chapitre passé l'introduction de son ouvrage, l'occasion de ce mémoire, pour citer ces mots approximativement. Oui. L'occasion de ce mémoire, c'est un cas juridique qui a suscité un certain émoi en Europe au milieu des années 1830 et qui a mis en scène deux frères, d'une part, les frères Wahl, Alexandre et Baruch, qui avaient, entre autres qualités, la qualité de français et la qualité de juif. Et d'autre part, le canton suisse de Bâle-Campagne, qui autorisait bien sûr la propriété foncière à des citoyens français, mais qui l'interdisait aux juifs. Et donc cette aporie juridique a suscité la rédaction de plusieurs textes. Celui de Cattaneo est le plus illustre et le plus fouillé, et c'est celui qu'on a présenté, traduit, mais il y en a eu quelques autres, qui réfléchissaient à cette contradiction insoluble, sauf à en sortir. Alors, ça vaut peut-être le coup de rappeler que ça n'a pas marché, c'est-à-dire que le canton de Bâle-Campagne a dédommagé, mais sans renoncer à cette absurdité juridique de la Donc ils n'ont pas pu être propriétaires. Non, ils ont été dédommagés assez copieusement par le canton, mais ils n'ont pas pu être propriétaires. Et donc, prenant l'occasion, pour employer votre mot, de cette situation incroyable, et demandant de façon rhétorique, se peut-il que ces citoyens propriétaires comme français ne puissent l'être comme juifs ? Eh bien, Carlo Cattaneo fait un essai qui va bien au-delà de ce cas. Mais c'est vraiment ça le cas, l'occasion de départ. L'occasion de départ, c'est ça. Et puis, alors, donc une première entrée dans le texte, c'est son intérêt documentaire. Parce que Carlo Cattaneo fait, par exemple, un état des lieux du rapport à la législation avec les Juifs en Suisse. Il parle de la Russie.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cet état des lieux qu'il fait dans l'Europe? Oui, c'est quelque chose que j'ai essayé de dire rapidement dans l'introduction. Donc 1836, c'est tôt. Alors ça ne veut rien dire que c'est tôt, et en même temps c'est une façon de parler que j'espère efficace. Oui. Il considère que les années 1770, c'est tout récent. Évidemment, nous on est 200 ans plus tard, on n'a pas le même regard. Tout ça pour vous dire qu'on est à un moment où l'émancipation a commencé de se mettre en branle, voire a été parachevée dans certains pays. Oui. On a tous, Français que nous sommes, le modèle français en tête. En fait, il y en a quelques autres, mais il y a d'autres espaces où l'émancipation n'est même pas envisagée. Et donc, il est dans cette Europe qui est un peu au milieu du gué, vers l'avènement, les printemps des peuples, etc. Ce que nous dit Cattaneo, enfin moi, ce que j'ai appris, c'est que la France n'a pas la primeur du geste d'émancipation. Et effectivement. Il parle du frère de Marie-Antoinette, hein, c'est ça? Oui, donc, le code joséphin qu'on découvre, enfin qu'on connaît peut-être pour les lecteurs les plus érudits, mais dont c'est intéressant parce que ça opère pour un lecteur français un certain décentrement. On mesure qu'il y a c'est l'intérêt du texte, des Joseph d'Autriche qui, en dépit de notre esprit volontiers patriote, qui consiste à croire que c'est la France qui est la première. Il est vrai que la France a offert une magnifique émancipation en 1791, mais enfin, il y a eu aux États-Unis, et là il n'en parle pas lui, mais en Europe, il y a eu d'autres mouvements. Et puis il nuance cette émancipation française. Il rappelle que Louis XIV et Louis XVI ont pris des décrets contre justement la propriété des Juifs, notamment à Colmar. Il rappelle ça. Et il rappelle aussi cette nuit du 4 août 1789 où tout le monde a eu gain de cause par rapport à la fin des privilèges et des interdictions, sauf... Oui, c'est juste. De fait, l'émancipation est postérieure de 2 ans. Alors, c'est peut-être pas tant que ça, 2 ans, mais il a fallu un intense travail. Un livre d'André Burguer vient d'être publié sur cette question-là, Permis de séjour, qui traite de ce travail de défense des droits des Juifs et puis de lobbying exercé par des avocats non juifs que les Juifs ont dégoté. Enfin, c'est très intéressant. Mais effectivement, ça a mis 2 ans. Bon, oui, mais quand même, en fait. Oui, c'est juste. Voilà. Il a fallu lutter, y compris contre des révolutionnaires qui étaient opposés à ces mesures. Et puis Napoléon a beaucoup détricoté une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tard. Après le Sanhédrin, dans les années 1800, il y a quand même un travail assez hostile à toutes ces libertés concédées par la Révolution. D'ailleurs, il parle aussi des 12 grandes décisions du Grand Sanhédrin. Il nous les explicite. Il les prend en exemple justement pour défendre la cause de ses frères. Et il est très bien informé. C'était il y a 30 ans pour lui. Pour nous, c'est il y a plus de 200 ans. Mais en 1807, effectivement, donc c'est relativement récent pour lui. Il connaît bien les décisions très complexes, les réponses pesées au gramme par les grands rabbins de l'époque. Il y a des citations, il y a vraiment... Et plus largement, en fait, ce qui est remarquable, c'est que Cattaneo se livre à une histoire progressive de l'exclusion des Juifs, donc en proie dès l'Empire romain à ce qu'il appelle un étrange mépris. Oui. Il ne travaille pas que sur la dimension, disons, chrétienne de l'hostilité aux Juifs. Il remonte un petit peu un peu avant. Il évoque Tacite, il évoque des sites romains. Oui, Horace aussi, oui. C'est juste, oui. Il inscrit ça dans une très longue durée, alors d'une manière qui, sur le plan historique et même factuel, peut prêter à discussion. On y reviendra peut-être. Oui. Mais en tout cas, c'est un mérite d'inscrire ça dans une très longue histoire. Et il remarque aussi que quand Tacite dit ces gens sont complètement fous, ces gens sont horribles, etc., que ça se déploie à contresens de la hauteur morale des Juifs. Oui. Il a cette espèce d'honnêteté. Oui. Alors, le plus frappant de ce point de vue-là, c'est la dernière partie, disons, du livre, la conclusion, qui se termine sur un portrait moral des Juifs, qui est peut-être en légère tension avec d'autres passages moins sympathiques, disons, du livre, mais qui était un passage très, très beau, effectivement, et qui insiste sur cette hauteur morale, sur cette absence de violence, sur cette endurance, on dirait résilience aujourd'hui, des Juifs par rapport à une longue discrimination. Alors Dan, justement, j'aimerais qu'on parle de la thèse de cet essai. Quelle est sa thèse et qu'est-ce qui en fait l'originalité? Alors, sa thèse, c'est déjà le point de départ qui est refusé. Le point de départ qui est refusé, ce serait celui que nous adopterions nous-mêmes volontiers pour défendre l'abolition de certaines discriminations, qui serait, si je puis dire, le point de vue des valeurs, le point de vue des valeurs universelles, le point de vue de la tolérance, de l'égalité entre les hommes, etc. Cattaneo, par tempérament, d'une façon générale d'ailleurs, et dans ce texte en particulier, est assez hostile à ce type d'argumentation qui lui paraît inefficace et qui n'entre pas véritablement dans sa manière d'envisager les sociétés humaines. On a beaucoup parlé d'un certain positivisme de Cattaneo, d'un certain réalisme de Cattaneo. Pragmatisme. Un certain pragmatisme. Oui. Sa thèse, donc, ne revient pas à considérer la question des discriminations et des interdictions qui sont faites aux Israélites d'un point de vue moral, mais d'un point de vue pragmatique. Et du point de vue pragmatique, et c'est là l'essentiel, l'interdiction faite aux Israélites de posséder des propriétés foncières est à la fois incohérente et inefficace.
en vérité contre-productive. Incohérente, pourquoi? Parce que on interdit aux Juifs d'avoir de la propriété foncière, par conséquent, ils n'ont d'autre recours que de se tourner vers l'usure, puis on leur reproche de se tourner vers l'usure. Et donc, en vérité, c'est le discours général qui est produit au sujet des Juifs qui devient lui-même incohérent et contradictoire. Et puis, s'agit-il maintenant de l'efficacité? On se rend bien compte que si l'on a voulu discriminer les Juifs pour les mettre à l'écart, pour les exclure, pour les empêcher de prospérer, etc., il faut bien mesurer le résultat. Et le résultat est totalement contraire aux ambitions affichées. Les Juifs, développant l'usure, concentrent en eux un très grand nombre de richesses. Alors, il a des chiffres qui peuvent paraître un petit peu fantaisistes, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils disent, les Juifs sont devenus d'autant plus riches que vous vouliez au contraire les appauvrir. Et d'autre part, évidemment, cette richesse va avec une certaine pauvreté morale qui contraste, comme l'a dit Pierre à l'instant, avec le portrait qui est fait au dernier chapitre. Il y a des passages extrêmement sévères de Cataneo sur les Juifs. Alors, le point n'est pas de savoir s'il les aimait ou pas, la question est de savoir si, depuis le point de vue qu'il adopte, les interdictions israélites sont pertinentes. Et conséquence, si l'on veut cesser de tenir un discours incohérent, si on veut par ailleurs proposer des législations qui soient efficaces pour tous, c'est-à-dire aussi bien pour les Juifs que pour la société tout entière, il faut lever cette interdiction. Et c'est là qu'on voit l'homme de progrès qu'il est. C'est-à-dire qu'il faut juger ces interdictions, enfin ce livre, non pas depuis le point de vue qui est le nôtre, nous aurions argumenté sans doute depuis les valeurs, lui argumente du point de vue de l'histoire humaine et du point de vue de ce qui peut être profitable aux Juifs d'une part, mais surtout aux sociétés humaines en général. Il commence par une citation indirectement pris du Code justinien, c'est-à-dire il est dans l'intérêt de tous les hommes d'être utile à un autre homme. Donc, interest. Donc, en fait, il est de ce point de vue de l'intérêt. Donc, ça, effectivement. Et alors, finalement, est-ce que... Christophe Caro, qui fait la postface, dit que finalement, ce point de vue, cette posture-là, évacue ce qu'on pourrait appeler, je déteste cette expression, la question juive. Vous en pensez quoi? Qu'il évacue la question juive en disant, voilà, il y a une espèce d'équivalent entre un homme et un autre, et on va se débarrasser de ce regard, d'abord d'un regard qui n'est pas véritablement religieux sur le juif, il ne parle pas de religion, et de juif en tant que juif. Est-ce que vous ressentez... il traite une question économique et sociale comme économique et sociale. Et seulement économique et sociale. C'est un point de vue utilitariste, strictement utilitariste. D'accord. Et donc il refuse, si je puis dire, toutes les extrapolations hyperboliques qu'on peut faire autour de ces questions, les extrapolations théologiques, les extrapolations identitaires, les extrapolations multiples qui en général se grèvent, enfin ça s'ajoute à ces questions. Reste que aussi, la question peut se reposer, une fois ces interdictions levées, qu'advient-il de l'être juif? Va-t-on dans le chemin du progrès? Mais alors, que faire? Est-ce que progressivement on s'achemine vers une absorption des Juifs? Il parle d'absorption. Parce que tendanciellement c'est vers cela qu'on va, c'est-à-dire une absorption des Juifs, ou bien alors reste-t-il quelque chose? De toute façon, ce texte nous invite à penser à nouveau frais la question. Alors justement, vous Pierre, vous écrivez que des choses gênent dans ce texte extraordinaire et ambigu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, on est un petit peu tourné autour d'ores et déjà. Disons que cette partie conclusive extrêmement élogieuse exceptée, c'est vrai qu'il y a dans le développement du texte des choses qui sont sans doute inexactes et ou qui sont gênantes. Dan parlait à l'instant de la prodigieuse accumulation du numéraire, enfin pas à l'instant, mais il y a quelques minutes. Oui, fantasmagorique. Il y a des calculs présentés de manière extrêmement sérieuse comme scientifique, au terme desquels on arrive à la constatation que les Juifs détiennent, je crois, un huitième du numéraire, donc de l'argent. Oui, alors qu'ils sont un centième ou un millième de la population, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Qu'ils ont mathématiquement la certitude de devenir 440 fois plus riches au terme d'un certain nombre de générations. Donc ce sont des calculs faux, mais ça renvoie quand même à... Il est vrai que la question juive est évacuée et elle n'est pas du tout thématisée. Les questions culturelles, religieuses ne sont pas présentes. Et d'une certaine manière, c'est une richesse du livre. C'est en tout cas ce qui le rend rafraîchissant ou en tout cas décoiffant. On peut dire que ça assainit le débat. Oui, c'est juste. Ça l'assainit, ça lui permet de se régler parce qu'il est posé en des termes un petit peu dégonflés. Il y a quelque chose de déflationniste dans ce texte qui fait un peu de bien. Mais en revanche, il y a quand même une sorte de dispositif
de forme un peu inconsciente, mais qui renvoie à des préjugés anti-juifs, je crois, enfin, sur cette accumulation de l'argent. Ça suppose aussi de méconnaître des faits qui sont pourtant connus, à savoir qu'il y a aussi énormément des de juifs pauvres, ça se connaît. par exemple. En grande majorité. Pas seulement dans l'Europe de l'Est, au XIXe siècle, y compris en Europe occidentale. Et bon, ça, ce sont des choses dont l'histoire sociale apporte la preuve et que Cattaneo ne voit pas. Donc c'est quand même une explication extrêmement intéressante et stimulante, mais discutable. Qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir, parce que quand même tout au long du texte, il y a quand même cette idée qu'un homme en vaut un autre. Il parle d'être humain, il parle, enfin peut-être que Dan va nous en parler, parce que pour vous, il n'y a pas vraiment lieu de parler d'antisémitisme à propos de ce texte ou pas? Mais déjà, non, alors déjà, le mot n'existe pas. Hein, donc, voilà, le concept évidemment, n'existe pas. Deuxièmement, il n'y a vraiment pas propos de parler d'antisémitisme, c'est ça que je voulais dire. Alors, il y a sans doute des poncifs qui relèvent de l'antijudaïsme. La question est de les évaluer, de savoir leur rôle. J'avais émis l'hypothèse, je crois que Pierre, tu rapportes cette hypothèse qu'il s'agisse pour Cattaneo de parler dans le système de l'adversaire, c'est-à-dire de faire sienne un certain nombre de thèses qu'il n'épouse pas fondamentalement, mais qui sont utiles dans l'argumentation. Ce qui résoudrait la tension avec la fin du texte, ou au Absolument. contraire, il est favorable. Et ce qui pourrait expliquer aussi, ce qui pourrait expliquer aussi, à un moment donné, ces dénonciations. Il y a à un moment donné un passage où il y a l'anaphore de exclu. Les Juifs sont exclus de la exclus, plusieurs fois exclus. On sent l'indignation. Et il y a cet éloge très fort. Et donc, effectivement, peut-être que Dan pourrait expliquer. Et puis, d'autre part, il faut être méfiant parce que, comme le dit Christophe Caro dans sa postface, nous parlons aussi après la Shoah. Et par conséquent, nous avons tendance à juger de l'histoire à partir du point que nous occupons. Il faut bien se dire que nous sommes au mi-temps du XIXe siècle, que la situation est totalement différente et qu'être capable de purger le débat sur les interdictions israélites de toutes les extrapolations dont je parlais tout à l'heure, sociales, culturelles, théologiques, etc., pour réduire la question à un point de droit en termes d'efficacité, de pragmatisme et d'utilité, c'est-à-dire voir simplement le progrès social, le progrès humain, c'est extrêmement sain, même si ça peut se faire en absorbant une matière sur laquelle nous-mêmes aujourd'hui nous résistons. Au fond, je vais dire un énoncé très général, mais c'est ça la culture aussi, pour nous, si je puis dire. C'est être capable de se décentrer pour adopter des points de vue d'autres époques et de ne pas rester prisonnier de France 2023, où tout est jugé à l'aune de certaines valeurs hypostasiées et définitives. Oui. La culture, c'est la contextualisation, et justement, votre collection propose justement des textes qui doivent être contextualisés avec une dimension par lesquels on doit rentrer en ayant une idée du contexte dans lequel ils ont été écrits. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre collection? Comment elle s'appelle Théamim? Ah oui, Théamim. Alors, elle s'appelle Théamim, c'est une collection des éditions Conférences. Les éditions Conférences sont bien connues parce qu'elles étaient associées à la revue Conférences, très estimée, très, très belle aussi, pendant plusieurs décennies. Et puis, les éditions se sont maintenues à côté de la revue. Et puis, progressivement, les éditions ont pris le dessus. Et donc, maintenant, la revue Conférence n'existe plus. Seules existent les éditions Conférences qui ont plusieurs collections, parmi lesquelles Théamim. Alors, Théamim, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire le goût, naturellement, les goûts, les saveurs, ce que nous goûtons. Mais ça veut aussi dire les raisons, n'est-ce pas, les causes, les motifs. Et donc, c'est une manière de dire que nous goûtons davantage quand nous comprenons. C'est une certaine manière de pénétrer dans le savoir. Et cette collection, que je dirige depuis peu de temps et qui a été dirigée par d'autres avant moi, et qui n'a pas été fondée par moi, et pour être honnête, Carlo Cattaneo était déjà dans les tuyaux avant que j'arrive, c'est une collection qui essaye de traduire des textes qui peut-être ne le sont pas par ailleurs, des textes justement comme celui de Cattaneo. On a traduit il y a quelques années Eliezer Berkowitz, ce rabbin berlinois orthodoxe du XXe siècle qui s'interroge sur la portée de la halacha, la possibilité d'y porter atteinte ou la possibilité de la faire vivre. On vient de publier une monographie, la traduction d'une monographie sur Rachel Bespalov. Bref, on essaye de fournir aux lecteurs curieux et humanistes un certain nombre de textes qui ne sont pas forcément sur l'étalage de toutes les librairies. Et on essaye donc de décloisonner un tout petit peu la culture juive du français du XXIe siècle.
Et en fait, donc Christophe Caro, dans sa note finale, dit qu'il y a une activité de Cataneo, donc dans ce même état d'esprit, et qu'il devrait en quelque sorte servir d'exemple à l'université française devenue stérile. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais dire simplement une chose. Par quoi j'ai commencé? C'est que Cataneo se signale par son côté universel. Il a écrit, c'est un immense juriste, je l'ai dit, c'est un historien, il a énormément voyagé, c'est un homme politique, c'est un philosophe. Bon, la spécialisation extrême des champs fait qu'aujourd'hui, plus on creuse un sillon et plus on le creuse, plus on s'y enfonce et moins on voit ce qu'il y a ailleurs. Je crois que ce qui est important, ce qui est beau chez Cataneo, et c'est aussi ce que les 3 volumes de Cataneo qui ont paru dans Conférence essayent de faire voir, c'est l'intérêt qu'il y a à se poser des questions d'ordre universel. Un mémoire de droit, les interdictions israélites, une philosophie de l'histoire, et une réflexion sur les esprits associés, c'est-à-dire sur les conditions, l'épistémologie, si je puis dire, les conditions de la connaissance qui favorisent le progrès de l'esprit humain. C'est une certaine manière d'absorber tous les savoirs pour proposer une certaine vision de l'homme et du progrès. C'est peut-être là que Cataneo aurait le plus à nous instruire. Effectivement. Il faudrait quand même qu'on rende justice aussi au traducteur, Arnaud Clément, dont vous pouvez nous parler, parce que sa traduction est vraiment, vraiment belle, et puis on sent qu'elle est exacte, elle est précise. Arnaud Clément est un jeune agrégé de philosophie, qui enseigne la philosophie au lycée, qui est italianiste, et qui travaille beaucoup dans le cadre justement des éditions conférences pour traduire de l'italien des textes peu connus, parfois pour les annoter, pour les introduire. Et donc, il est, si je puis dire, ce qu'on peut faire de mieux en matière d'humanisme contemporain. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc à lire ce texte très fort, dont je vous rappelle le titre, Interdiction israélite, traduit de l'italien donc par Arnaud Clément, dans la collection Lettres d'Italie et Théamime en même temps, dont nous suivrons bien sûr cette collection, le développement chez Academ, et à qui nous souhaitons le meilleur. Merci Dan, merci Pierre. Merci beaucoup.